La madre lince roux gruñía amenazadoramente a todos, su cuerpo ensangrentado tensándose para atacar a pesar de su evidente debilidad. Cuando Sophie finalmente vio lo que protegía debajo de su vientre, entendió que estaba presenciando la forma más pura y desesperada del amor maternal. Before we continue, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and comment where in the world you're watching from. Let's go. Au cœur des montagnes rocheuses canadiennes, là où la nature sauvage règne encore en maître, un grondement sourd résonnait entre les pins. Ce n'était pas le tonnerre lointain d'un orage d'été, ni le grognement d'un ours en quête de nourriture. C'était quelque chose de plus féroce, de plus désespéré, le son d'une mère prête à tout pour défendre ce qu'elle avait de plus précieux. Sophie Leblanc, biologiste spécialisée dans les félins sauvages, s'immobilisa, son corps soudainement tendu comme la corde d'un arc. Elle leva lentement la main pour signaler à son collègue Marc de s'arrêter. À 32 ans, avec plus d'une décennie d'expérience sur le terrain, Sophie avait développé un sixième sens pour les rencontres potentiellement dangereuses, et ce grognement rauque, menaçant, désespéré, faisait vibrer chaque fibre de son instinct. « N'avance pas », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles agitées par la brise d'où. Marc Tremblay, photographe animalier qui l'accompagnait pour documenter leur étude sur les populations de lynx roux dans le parc national de Jasper, hocha la tête. À 36 ans, avec son physique robuste forgé par des années d'expédition en pleine nature, il paraissait imposant, mais ses mouvements étaient d'une délicatesse surprenante. Il s'accroupit lentement, son appareil photo professionnel déjà en position, prêt à capturer ce qui allait se révéler. Le grondement s'intensifia, résonnant à travers la clairière parsemée de troncs d'arbres tombés et de rochers couverts de lichen. Et puis, ils la virent. Une femelle lynx roux se tenait sur un amas de rochers et de bois morts, son pelage tacheté brillant sous la lumière dorée du soleil couchant. Ses oreilles pointues, ornées de touffes noires caractéristiques, étaient plaquées en arrière contre son crâne. Ses yeux, d'un ambre intense, fixaient les deux humains avec une férocité qui figeait le sang dans les veines. Ses babines retroussées révélaient des crocs impressionnants, tandis qu'un feulement continu s'échappait de sa gorge. Ce qui frappa immédiatement Sophie, c'était la posture de l'animal. Le lynx ne cherchait pas à fuir, comme le feraient normalement ces félins extrêmement discrets et solitaires à l'approche des humains. Non, cette femelle tenait sa position, son corps musclé tendu, prêt à bondir. « Elle protège quelque chose », murmura Sophie, son regard expert analysant chaque détail de la scène. « Regarde sa posture, son comportement territorial, ce n'est pas normal. » Marc ajusta son téléobjectif avec des gestes mesurés, conscient que le moindre mouvement brusque pourrait déclencher une attaque. Le son du déclencheur, même amorti, fit redoubler d'intensité les grognements du lynx. « Je n'ai jamais vu un comportement aussi agressif, » chuchota-t-il. « Ils sont habituellement si discrets qu'on peut passer à quelques mètres sans même savoir qu'ils sont là. » Sophie acquiesça, son esprit scientifique déjà en ébullition. Les lynx roux étaient connus pour leur nature farouche et leur discrétion légendaire. Rencontrer un spécimen était déjà exceptionnel. Le voir adopter une attitude aussi ouvertement défensive relevait du miracle scientifique, ou du signe que quelque chose n'allait vraiment pas. « On doit reculer », décida-t-elle, lentement, sans geste brusque. Alors qu'il commençait à se retirer pas à pas, quelque chose attira l'attention de Sophie. Un mouvement subtil, presque imperceptible, près des pattes avant du félin. Elle plissa les yeux, tentant de distinguer ce que l'amas de branches et de pierres pouvait dissimuler. C'est là qu'elle les aperçut. 3 petites têtes, à peine visibles, se blottissant sous le ventre protecteur de leur mère. Des chatons,
Probablement âgés de quelques semaines seulement, leur pelage tacheté se confondant parfaitement avec les ombres et la terre. « Marc, souffla-t-elle, incapable de contenir son excitation malgré le danger. Elle a des petits. C'est une portée de lynx roux. » Le photographe ajusta son objectif, son cœur battant la chamade devant la rareté de cette observation. Les naissances de lynx roux en milieu naturel étaient très rarement documentées, les mères choisissant des tanières inaccessibles et se montrant d'une discrétion absolue. « Incroyable », murmura-t-il en déclenchant silencieusement plusieurs clichés. « Mais pourquoi est-elle si exposée ? Ce n'est pas un comportement normal. » Sophie fronça les sourcils. Marc avait raison. Une mère lynx choisissait habituellement des endroits isolés, des cavités rocheuses ou des terriers abandonnés pour élever ses petits, loin des prédateurs et des humains. Cette femelle se trouvait près d'un sentier, même s'il était peu fréquenté. Et elle semblait avoir improvisé un abri précaire avec ce qui ressemblait à un ancien chablis, un arbre déraciné lors d'une tempête. « Quelque chose l'a déplacée », conclut Sophie. Elle a dû quitter sa tanière initiale et chercher un refuge en urgence. Le feulement du lynx s'intensifia soudain, attirant à nouveau leur attention. L'animal avait changé de position, se déplaçant légèrement pour mieux couvrir ses petits. C'est alors que Sophie remarqua ce qui lui avait échappé jusqu'alors. Une tache sombre sur le flanc du félin, là où son pelage fauve virait au rouge foncé. « Elle est blessée », dit-elle, une note d'urgence dans la voix. « Regarde son flanc droit. » Marc zooma avec son téléobjectif, puis laissa échapper un juron. « Tu as raison. »« On dirait une blessure par balle. Braconnier ?» Sophie sentit la colère monter en elle. Le lynx roux n'était pas considéré comme une espèce menacée, mais sa chasse était strictement réglementée et interdite dans le parc national. Si cette femelle avait été la cible de braconniers, cela expliquait son comportement inhabituel et sa présence dans un lieu aussi exposé. Elle avait fui, emportant ses petits vers le premier abri trouvé. « On doit prévenir les gardes du parc, » dit-elle fermement. « Cette femelle a besoin de soins, et les petits aussi peut-être. Elle ne tiendra pas longtemps dans cet état. » Marc hocha la tête, mais son regard restait fixé sur la scène devant eux. Comment va-t-on procéder? Si on part chercher de l'aide, un prédateur pourrait les trouver. Si on reste, on risque de la stresser davantage. Sophie savait qu'il avait raison. Leur présence représentait une menace supplémentaire pour la mère déjà affaiblie, mais l'abandonner signifiait potentiellement condamner toute la famille. Les ours noirs et les coyotes n'hésiteraient pas à s'attaquer à des chatons sans défense, surtout avec l'odeur du sang qui pouvait les attirer. « Tu as la radio satellite dans ton sac ?» demanda-t-elle, un plan se formant dans son esprit. « Oui », confirma Marc. « Contacte la station des gardes, explique la situation, demande une équipe vétérinaire d'urgence. Je vais rester ici pour surveiller. » Marc hésita. « Tu es sûr? Elle est très agressive. » Sophie lui adressa un sourire tendu. « Je ne m'approcherai pas. Je veux juste m'assurer qu'aucun prédateur ne les repère avant l'arrivée des renforts. » À contre-cœur, Marc s'éloigna pour établir la communication, laissant Sophie seule face au félin blessé. La biologiste s'installa derrière un tronc d'arbre à distance respectueuse, ses jumelles lui permettant d'observer sans représenter une menace directe. Le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, allongeant les ombres et faisant chuter rapidement la température. Sophie resserra sa veste autour d'elle, son regard ne quittant pas la mère lynx qui, malgré sa blessure, continuait de veiller avec une détermination féroce sur ses petits. « Tiens bon », murmura-t-elle, « les secours arrivent. » Comme si elle avait compris, la femelle lynx la fixa de ses yeux ambrés, moins hostile maintenant qu'une sorte de compréhension mutuelle semblait s'être établie entre les deux mères, car Sophie, bien que les humains l'ignoraient, portait elle aussi la vie depuis quelques mois,
un secret qu'elle n'avait partagé avec personne, pas même avec Marc. Les minutes s'étiraient comme des heures tandis que Sophie maintenait sa surveillance silencieuse. La mère lynx, malgré sa méfiance évidente, semblait avoir accepté cette présence humaine distante comme un mal nécessaire, préférant concentrer son énergie sur la protection de ses petits plutôt que sur l'intimidation d'une menace qui restait immobile. Dans la pénombre grandissante, Sophie pouvait voir les chatons s'agiter occasionnellement, de petites taches floues qui se blottissaient contre le ventre de leur mère dès que celle-ci émettait un grognement d'avertissement. L'un d'eux, apparemment plus audacieux que les autres, tentait parfois de s'aventurer au-delà du périmètre de sécurité établi par sa mère, seulement pour être ramené gentiment mais fermement par une patte experte. « Comme tous les enfants du monde », murmura Sophie avec un sourire, sa main se posant instinctivement sur son propre ventre encore plat. Son secret, celui d'une vie qui grandissait en elle depuis 14 semaines maintenant, lui semblait soudain créer un lien invisible avec cette mère blessée, luttant pour sa survie et celle de sa progéniture. Le craquement de brindilles annonça le retour de Marc. Il s'approcha doucement, s'accroupissant à côté d'elle derrière le tronc qui leur servait d'abri. « Les gardes arrivent avec le vétérinaire du parc », chuchota-t-il. « Ils ont dit qu'ils seraient là dans environ 1 heure. Ils viennent avec l'équipement de tranquillisation et tout le nécessaire pour les soins d'urgence. » Sophie hocha la tête, soulagée, mais toujours inquiète. 1 heure. J'espère qu'elle tiendra jusque-là. La blessure saigne encore. Regarde. Marc suivit son regard et constata que la tache sombre sur le flanc de l'animal s'était effectivement élargie. Le lynx maintenait sa posture protectrice, mais ses mouvements semblaient plus laborieux, comme si chaque changement de position représentait un effort considérable. « J'ai aussi contacté Jean-Philippe au centre de réhabilitation », ajouta Marc. « Il prépare l'enclos d'isolation et l'équipement médical au cas où il faudrait les transporter. » Sophie approuva cette initiative. Jean-Philippe Mercier dirigeait le centre de conservation de la faune des Rocheuses, une structure qu'il avait créée après 20 ans de carrière comme vétérinaire spécialisé dans les animaux sauvages. Si quelqu'un pouvait sauver cette famille de lynx, c'était bien lui. « Comment va-t-elle » demanda Marc, en sortant à nouveau son appareil photo pour documenter la scène. « Elle s'affaiblit » répondit Sophie, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « Mais elle reste vigilante. C'est une combattante. » Soudain, un bruit sourd résonna dans les bois environnants, faisant sursauter à la fois les humains et le félin. La mère lynx se redressa immédiatement, tous ses sens en alerte, son corps blessé momentanément galvanisé par une nouvelle menace potentielle. « Qu'est-ce que c'était » murmura Marc, scrutant les ombres qui s'allongeaient entre les arbres. Sophie ne répondit pas immédiatement, ses yeux entraînés analysant méthodiquement les mouvements dans le sous-bois. Puis elle le vit, une silhouette massive se déplaçant avec une assurance tranquille entre les troncs des conifères. « Ours noir » souffla-t-elle, son corps se tendant instinctivement. « Mâle adulte, je dirais. » L'ours, attiré peut-être par l'odeur du sang, s'approchait dans leur direction, encore inconscient de leur présence ou de celle du lynx. À environ 50 mètres de leur position, il s'arrêta, son museau se relevant pour humer l'air. Sophie et Marc retinrent leur souffle. Sur son promontoire rocheux, la mère lynx avait également repéré le prédateur. Son comportement changea instantanément. Au lieu des grognements d'avertissement qu'elle avait adressés aux humains, elle adoptait maintenant une posture entièrement différente. Un silence mortel, ses muscles bandés, prête à défendre ses petits jusqu'à la mort si nécessaire. « Si l'ours les repère », commença Marc, laissant sa phrase en suspens. Sophie compléta mentalement. Un lynx blessé contre un ours noir n'avait aucune chance et les chatons deviendraient des proies faciles. Les biologistes se trouvaient face à un dilemme éthique.
Leur code professionnel leur dictait de ne pas interférer avec les processus naturels, même quand ceux-ci impliquaient prédation et mort. Mais cette situation n'avait rien de naturel. La blessure par balle était d'origine humaine, et donc leur responsabilité indirecte. On doit intervenir, décida Sophie, ses principes de non-intervention cédant devant l'urgence de la situation. Marc acquiesça silencieusement, comprenant le raisonnement sans qu'elle ait besoin de l'expliciter. Il fouilla dans son sac à dos et en sortit une fusée de détresse, équipement standard lors de leurs expéditions dans l'arrière-pays. « Ça va faire beaucoup de bruit et de lumière, » avertit-il. « Ça devrait effrayer l'ours, mais ça va aussi stresser le lynx. »« On n'a pas le choix, » répondit Sophie. « Si on ne fait rien, ces chatons sont condamnés. » L'ours avait maintenant clairement identifié la source de l'odeur qui l'intéressait. Il s'avançait d'un pas plus déterminé, sa masse imposante se déplaçant avec une agilité surprenante sur le terrain accidenté. Il n'était plus qu'à 30 mètres du rocher où la famille de lynx se trouvait. « Maintenant » chuchota Sophie. Marc se redressa légèrement, visa le ciel dans la direction opposée à l'ours et activa la fusée. Un sifflement strident déchira le silence du crépuscule, suivi d'une explosion lumineuse qui transforma brièvement la forêt en un décor surréaliste de contrastes écarlates. L'effet fut immédiat. L'ours, surpris par cette manifestation soudaine, se cabra sur ses pattes arrière, puis retomba lourdement au sol, avant de détaler dans la direction opposée, manifestement plus intéressé par sa propre sécurité que par un potentiel repas devenu trop compliqué à obtenir. Sur son rocher, la mère lynx avait réagi avec une intensité égale, plaquant ses oreilles contre son crâne et regroupant ses petits sous elle d'un mouvement protecteur. Mais contrairement à l'ours, elle n'avait pas fui, son instinct maternel surpassant sa peur. « Ça a marché », souffla Marc, soulagé. Mais Sophie, dont l'attention était restée fixée sur le félin, secoua lentement la tête. « Pas tout à fait. Regarde. » Le lynx était maintenant allongé, sa respiration visiblement laborieuse. La frayeur et le mouvement brusque pour protéger ses petits semblaient avoir aggravé sa condition. Elle luttait clairement pour rester consciente, son corps secoué de tremblements. « Elle est en état de choc », diagnostiqua Sophie, son entraînement médical prenant le dessus. « On ne peut pas attendre les renforts. » Sans attendre la réponse de Marc, elle ouvrit son propre sac et en sortit une trousse de premiers secours. Étant biologiste de terrain spécialisée dans les félins, elle avait suivi une formation vétérinaire de base, mais ce qu'elle s'apprêtait à faire dépassait largement le cadre de ses compétences habituelles. « Sophie, c'est trop dangereux », protesta Marc en la voyant préparer une seringue d'antibiotiques à large spectre et d'anti-inflammatoires. « Plus dangereux que de la laisser mourir ?» répliqua-t-elle. « Ces chatons ont quelques semaines à peine. Sans leur mère, ils n'ont aucune chance. » Marc savait qu'elle avait raison, mais l'idée de la voir s'approcher d'un prédateur blessé, même affaibli, lui glaçait le sang. « Au moins, laisse-moi aller avec toi. » Sophie hésita, puis accepta d'un signe de tête. « Reste derrière moi. Si elle montre des signes d'agression, on recule immédiatement. » Ils émergèrent lentement de leur abri, avançant à découvert pour la première fois. La mère lynx les repéra immédiatement, mais sa réaction fut plus faible qu'auparavant, un grognement à peine audible, ses yeux mi-clos, luttant pour rester vigilant. Sophie s'approcha centimètre par centimètre, parlant doucement en français, sa voix maintenant un flot constant de paroles apaisantes dont le ton importait plus que le sens. « C'est ça, ma belle, on est là pour t'aider. Tu es une bonne maman si courageuse. Tes petits ont besoin de toi. Laisse-nous t'aider. » À 2 mètres du rocher, elle s'arrêta. La distance était encore trop grande pour administrer l'injection, mais s'approcher davantage représentait un risque considérable. Les lynx, même affaiblis, pouvaient infliger des blessures graves avec leurs griffes et leurs crocs,
Marc, restant en retrait comme convenu, avait repris son rôle de documentaliste, capturant chaque moment de cette intervention extraordinaire. Il remarqua que les chatons, curieux malgré le stress ambiant, commençaient à observer les humains avec une méfiance mêlée de curiosité juvénile. Sophie prit une profonde inspiration et fit un pas de plus, puis un autre. Elle était maintenant à portée de pattes du félin, vulnérable à une attaque, si la mère décidait que cette proximité représentait une menace pour ses petits, mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de montrer des signes d'agression accrue, la mère lynx sembla se détendre légèrement, ses yeux fixant ceux de Sophie avec ce qui ressemblait presque à de la résignation, ou peut-être, se permit de penser Sophie, à une forme de compréhension. « Je vais t'aider », murmura la biologiste en préparant la seringue. « Ça va piquer un peu, mais tu te sentiras mieux après. » Avec une précision née de l'entraînement et de l'urgence, Sophie administra l'injection dans le muscle de l'épaule du félin, s'attendant à chaque instant à une réaction violente qui ne vint pas. La mère lynx tressaillit légèrement mais resta immobile, comme si elle avait compris que ce moment de douleur était nécessaire. « C'est bien », souffla Sophie en reculant lentement. « Très bien. Maintenant, on va s'occuper de cette blessure. » Elle sortit des compresses et une solution antiseptique de sa trousse. La plaie nécessiterait bien plus que ces soins rudimentaires, mais il pouvait au moins nettoyer la zone et arrêter le saignement jusqu'à l'arrivée de l'équipe vétérinaire. Avec des gestes lents et méthodiques, Sophie nettoya la plaie sur le flanc du lynx. La blessure, maintenant visible sous la lumière de la lampe frontale qu'elle avait enfilée, était encore plus préoccupante qu'elle ne l'avait initialement estimée. La balle avait déchiré les tissus sur une longueur d'environ 5 cm, laissant une plaie béante qui saignait toujours par intermittence. La balle a traversé sans toucher d'organes vitaux, c'est déjà ça, murmura-t-elle à Marc, qui se tenait à distance, documentant chaque étape de cette intervention extraordinaire. Mais elle a perdu beaucoup de sang et le risque d'infection est élevé. Pendant que Sophie travaillait, les 3 chatons s'étaient regroupés contre le ventre de leur mère, observant avec une méfiance teintée de curiosité cette grande créature bipède qui manipulait leur protectrice. L'un d'eux, le plus petit de la portée, émit un miaulement aigu qui résonna dans le silence de la forêt crépusculaire. « Je sais, petit, ce n'est pas facile », répondit doucement Sophie, comme si elle pouvait traduire ce langage félin. « Mais votre maman a besoin d'aide. » La mère lynx, bien qu'affaiblie, restait consciente, ses yeux ambrés, suivant chaque mouvement de la biologiste avec une intensité déconcertante. Il y avait dans ce regard quelque chose qui dépassait la simple tolérance née de l'épuisement, presque une acceptation, une forme de confiance primitive qui s'était établie entre les 2 femelles. « C'est incroyable », commenta Marc à voix basse, ajustant son objectif pour capturer ce moment d'intimité interspécifique. « Je n'ai jamais vu un félin sauvage accepter une telle proximité humaine, surtout avec des petits. » Sophie acquiesça sans quitter sa tâche des yeux. Elle avait maintenant appliqué un pansement compressif rudimentaire qui devrait tenir jusqu'à l'arrivée du vétérinaire. C'est comme si elle comprenait que nous sommes sa meilleure chance. Alors qu'elle rangeait le matériel médical utilisé, un vertige soudain la saisit, lui rappelant brutalement sa propre condition. La nausée qu'elle avait appris à maîtriser ces dernières semaines revenait en force, accentuée par l'adrénaline et la fatigue. Elle s'immobilisa, respirant profondément pour reprendre le contrôle. « Sophie, tout va bien ?» s'inquiéta Marc, percevant immédiatement son malaise. Elle hésita, son secret soudain lourd à porter face à l'intensité de la situation. « Juste un petit vertige, ça va passer. » Mais Marc n'était pas dupe, il la connaissait depuis trop longtemps. « Ce n'est pas la première fois que je te vois comme ça ces dernières semaines. Tu devrais consulter. » Un faible sourire étira les lèvres de Sophie. « J'ai déjà consulté, » admit-elle finalement, son regard croisant celui de Marc. « Je suis enceinte de 14 semaines. »
Le photographe la fixa bouche bée, momentanément distrait de la scène extraordinaire qu'il vivait. « Tu... quoi ? Mais pourquoi tu n'as rien dit ? Et qu'est-ce que tu fais encore sur le terrain dans ton état ?» La mère lynx émit un faible grognement, comme pour rappeler leur présence aux humains soudain absorbés par leur conversation. « On en discutera plus tard », promit Sophie, reconnaissante pour cette interruption féline. « J'entends des voix. Je crois que les renforts arrivent. » Effectivement, le faisceau de plusieurs lampes torches perçait désormais l'obscurité grandissante entre les arbres, accompagné du bruit caractéristique de pas humains sur le sol forestier. Quelques instants plus tard, 3 silhouettes émergèrent dans la clairière. 2 gardes du parc en uniforme et une femme vêtue d'une veste technique, portant un sac médical professionnel. « Docteur Laurence », salua Sophie avec soulagement en reconnaissant la vétérinaire du parc. « Merci d'être venu si vite. » Emmanuelle Laurence, une femme d'une 50aine d'années au visage marqué par des années d'expérience sur le terrain, évalua rapidement la situation d'un regard expert. « Pas de temps à perdre avec les politesses, Leblanc. Situation ? Femelle lynx roux, blessure par balle au flanc droit, perte de sang importante mais consciente. 3 chatons en bonne santé apparente, âgés d'environ 6 à 8 semaines, rapporta Sophie avec la concision professionnelle requise. La vétérinaire s'approcha, observant le pansement de fortune et l'attitude de l'animal. « Vous avez administré quelque chose ? » Antibiotique à large spectre et anti-inflammatoire de la trousse d'urgence, confirma Sophie. J'ai nettoyé et compressé la plaie il y a environ 20 minutes. Docteur Laurence hocha la tête avec approbation. Bon travail. Maintenant, reculez tous et laissez-moi procéder. Avec l'aide des gardes, elle installa rapidement un éclairage plus puissant et prépara une injection de tranquillisant à faible dose. On va la sédater légèrement, juste assez pour pouvoir la manipuler sans risque et traiter correctement cette blessure. Les petits vont s'agiter, mais ils sont trop jeunes pour représenter un danger. Marc et Sophie s'écartèrent pour laisser l'équipe travailler, mais restèrent assez proches pour observer la procédure. L'un des gardes, un homme robuste aux traits autochtones que Sophie reconnut comme étant Gabriel Whiteclaw, préparait déjà une civière spéciale conçue pour le transport d'animaux sauvages. « Comment avez-vous réussi à l'approcher sans vous faire déchiqueter ?» demanda-t-il, avec un mélange de respect et d'incrédulité. « Ces créatures sont normalement impossibles à atteindre quand elles ont des petits. » « Je crois qu'elle a compris que nous étions sa meilleure chance, » répondit Sophie, reprenant inconsciemment les mots qu'elle avait utilisés avec Marc. Elle était à bout de force, et l'ours noir qui rôdait dans les parages n'a fait qu'accentuer sa vulnérabilité. Le garde fronça les sourcils. « Un ours ? Dans ce secteur ? C'est inhabituel à cette période. » Marc intervint, montrant quelques clichés sur l'écran de son appareil. Mâle adulte, environ 200 kilos. Il est parti quand nous avons utilisé la fusée de détresse. Pendant ce temps, Dr Laurence avait administré le tranquillisant à la mère lynx qui, après une brève résistance, commençait à montrer des signes de sédation. Ses yeux mi-clos gardaient néanmoins une vigilance résiduelle, particulièrement lorsque ses petits s'agitaient autour d'elle, désorientés par cette nouvelle intrusion humaine. La balle a traversé proprement les tissus musculaires sans toucher d'organes, confirma la vétérinaire après un examen approfondi. Avec des soins appropriés, elle devrait s'en remettre, mais pas ici. Il faut les transporter au centre. Sophie et Marc échangèrent un regard inquiet. Le centre de conservation de la faune des Rocheuses se trouvait à près d'1 heure de route et le transport représentait un stress supplémentaire pour des animaux déjà traumatisés. « Les chatons ?» demanda Sophie. « Ils viennent aussi », décréta Dr Laurence sans hésitation. Trop jeune pour survivre seul, et la mère ne supporterait pas d'en être séparée. On va les placer dans une caisse de transport ensemble une fois que j'aurai stabilisé la mère. Le deuxième garde,
un jeune homme aux cheveux blonds coupés courts que Sophie n'avait jamais rencontré, revint vers eux après avoir effectué un périmètre de sécurité. « J'ai trouvé des traces à environ 300 mètres au nord », annonça-t-il, son expression grave. « Empreintes de bottes, mégots de cigarettes, et ceci. » Il tendit une douille de fusil de chasse que Sophie examina avec une colère croissante. Calibre 12. Braconnage, sans aucun doute possible. Gabriel Whiteclaw prit la douille, l'emballant soigneusement dans un sac à preuves. « Je vais lancer une enquête dès demain à l'aube. Ces enfoirés ne perdent rien pour attendre. » Pendant ce temps, Dr Lawrence avait terminé les soins d'urgence, refermant partiellement la plaie avec des agrafes chirurgicales et appliquant un pansement plus élaboré. La mère Lynx, bien que toujours consciente, était maintenant suffisamment calme pour être déplacée. « C'est le moment critique », annonça-t-elle. « Nous allons d'abord transférer la mère sur la civière, puis récupérer les chatons. Je veux 2 personnes pour la mère et une personne dédiée à chaque chaton. » Sophie s'avança immédiatement. « Je m'occupe d'un des petits. »« Moi aussi, » proposa Marc, bien que son expression trahisse une certaine appréhension. Le transfert de la mère sur la civière se déroula sans incident majeur, l'animal étant trop sédaté pour opposer une résistance significative. Les chatons, en revanche, se révélèrent plus difficiles à appréhender. Terrorisés par tout ce mouvement et l'odeur de stress émanant de leur mère, ils tentèrent de se dissimuler dans les interstices rocheux. Sophie parvint à en saisir un, le plus téméraire qui s'était déjà fait remarquer par sa curiosité. Malgré sa petite taille, il se débattit avec une énergie surprenante, ses minuscules griffes cherchant désespérément à s'accrocher à quelque chose. « Doucement, petit guerrier », murmura-t-elle en l'enveloppant dans une serviette comme le docteur Lawrence le lui avait montré. « Tu vas retrouver ta maman tout de suite. » Marc et le jeune garde parvinrent également à capturer les 2 autres chatons, non sans quelques égratignures et feulements indignés. En quelques minutes, toute la famille était installée dans une grande caisse de transport spécialement conçue, la mère au centre, avec ses petits blottis contre elle. « Mission accomplie », soupira Dr Lawrence avec une satisfaction évidente. « Maintenant, il faut les évacuer rapidement. » Le transport de la caisse jusqu'au véhicule stationné sur la route forestière la plus proche représentait le prochain défi. La nuit était maintenant complètement tombée, et le chemin de retour, bien que relativement court à 1,5 km, était rendu difficile par le terrain accidenté et l'obscurité. « Je propose qu'on se relaie pour porter la caisse », suggéra Gabriel. 2 personnes à la fois, changement tous les 300 mètres. Sophie s'apprêtait à se porter volontaire quand le regard désapprobateur de Marc l'arrêta. Elle se rappela soudain sa condition qu'elle avait presque oubliée dans l'intensité de l'action. Avec réticence, elle accepta de se limiter à éclairer le chemin et à documenter les coordonnées GPS précises du lieu de la découverte pour l'enquête sur le braconnage. Alors que le petit groupe entamait sa progression prudente à travers la forêt nocturne, Sophie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers le rocher qui avait servi de refuge précaire à cette famille sauvage. Quelque chose dans cette scène, une mère blessée défendant férocement ses petits contre toutes les menaces d'un monde hostile, résonnait profondément en elle, éveillant à la fois des craintes primitives et une détermination nouvelle face à sa propre maternité imminente. Le trajet à travers la forêt nocturne se révéla aussi éprouvant que prévu. La caisse contenant la famille de Lynx pesait près de 30 kilos, et malgré les relais fréquents, la progression était lente sur le terrain accidenté. Des racines dissimulées sous le tapis de feuilles mortes menaçaient à chaque pas de faire trébucher les porteurs, tandis que les branches basses semblaient conspirer pour ralentir leur avancée. À l'intérieur de la caisse, la mère Lynx était restée remarquablement calme, l'effet combiné de la sédation et de l'épuisement la maintenant dans un état de semi-conscience. Les chatons, en revanche,
manifestaient leur mécontentement par des miaulements plaintifs qui résonnèrent dans la nuit, petite voix sauvage exprimant une détresse qui serrait le cœur de Sophie. « Ils sentent son stress », expliqua-t-elle à Marc qui marchait à ses côtés, éclairant le chemin. Les félidés communiquent beaucoup par phéromones. Même si elle est calme en apparence, son corps émet des signaux de danger que les petits perçoivent. Marc hocha la tête, son visage partiellement visible dans la lueur des lampes frontales. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir ?» Sophie garda le silence un moment avant de répondre. Dans leur métier, l'optimisme facile n'avait pas sa place. Ils avaient vu trop d'interventions bien intentionnées se solder par des échecs, trop d'animaux ne pas survivre malgré tous les efforts déployés. « Si quelqu'un peut les sauver, c'est Jean-Philippe, dit-elle finalement. Et cette mère a montré une volonté de vivre exceptionnelle. Elle aurait pu abandonner ses petits pour augmenter ses chances, comme certains animaux le font quand ils sont gravement blessés. Elle a choisi de se battre pour eux. Après 45 minutes d'une progression laborieuse, ils atteignirent enfin la route forestière où leur véhicule attendait. L'équipement fut rapidement chargé et la caisse de transport sécurisée dans le coffre spécialement aménagé du 4x4 du service vétérinaire. « Je vous retrouve au centre », annonça Dr Laurence en montant dans son véhicule. « Je vais les accompagner pour surveiller leur état pendant le trajet. » Sophie et Marc reprirent leur propre voiture, un Subaru Forester qui avait connu des jours meilleurs mais qui restait le compagnon idéal pour leurs expéditions dans l'arrière-pays. Alors que Marc prenait le volant, Sophie s'autorisa enfin à ressentir la fatigue qui s'était accumulée durant ces heures d'intense activité. « Tu aurais dû me le dire », dit Marc après quelques minutes de silence, ses yeux fixés sur les phares du véhicule du parc qui les précédait sur la route sinueuse. Sophie soupira, sachant parfaitement à quoi il faisait référence. « Je cherchais le bon moment. »« Le bon moment ? Sophie, tu es enceinte et tu continues à travailler sur le terrain, à approcher des prédateurs blessés, à t'exposer à des risques considérables. » La voix de Marc trahissait une inquiétude sincère mêlée d'une pointe de reproche. « Si quelque chose t'était arrivé aujourd'hui, mais il ne m'est rien arrivé, » coupa-t-elle doucement. « Et je connais mes limites, Marc. J'ai modifié mes protocoles de terrain, je prends plus de précautions. »« Ce n'est pas suffisant, » insista-t-il. « Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. On ne peut jamais prévoir tous les paramètres en milieu sauvage. L'ours, la mère lynx qui aurait pu t'attaquer, c'était trop risqué. » Sophie resta silencieuse un moment, observant le paysage nocturne qui défilait. Les conifères massifs se découpaient en silhouettes sombres contre le ciel étoilé, créant un tableau à la fois magnifique et légèrement inquiétant. « Je comprends ta préoccupation, » dit-elle enfin. « Mais ce travail fait partie de moi, Marc. Je ne peux pas simplement m'arrêter d'être qui je suis parce que je porte un enfant. Je serai plus prudente, je te le promets, mais je ne peux pas abandonner le terrain complètement. » Marc soupira, reconnaissant la détermination familière dans la voix de sa collègue. « Le père est au courant ?» La question, pourtant prévisible, prit Sophie au dépourvu. Sa relation avec Thomas, chercheur en écologie marine basé à Vancouver, s'était terminée 3 mois auparavant, avant même qu'elle ne découvre sa grossesse. La nouvelle de sa paternité imminente avait été accueillie avec un mélange de choc et de détachement qui avait clarifié définitivement la situation pour Sophie. Elle ferait ce chemin seule. « Il sait », répondit-elle simplement, « mais il ne sera pas impliqué. » Marc n'insista pas, comprenant au ton de sa voix que le sujet était clos. Après un moment de silence, il changea de direction. « Tu as pensé à un prénom ?» Un sourire adoucit les traits de Sophie. « Pas encore. J'attends de connaître le sexe, même si je sens que c'est une fille. » Une future biologiste de terrain, plaisanta Marc, tentant d'alléger l'atmosphère. Avec une mère qui approche les lynx blessés comme si c'étaient des chatons domestiques. Sophie rit doucement,
mais son esprit retournait sans cesse vers cette scène extraordinaire. Ce moment de connexion primitive avec la mère lynx, ce regard ambré qui semblait contenir une sagesse ancestrale sur la maternité et la survie, le centre de conservation de la faune des Rocheuses, apparut finalement, ces bâtiments modernes, nichés dans une clairière à flanc de montagne. Malgré l'heure tardive, il était presque minuit, plusieurs lumières brillaient, témoignant de l'activité qui régnait à l'intérieur. Jean-Philippe Mercier avait visiblement mobilisé son équipe pour l'arrivée de cette famille de lynx. À peine eurent-ils garé leur véhicule que la porte principale s'ouvrit, révélant la silhouette massive de Jean-Philippe. À 60 ans, l'homme conservait une énergie et une force physique impressionnantes, son corps trapu et sa barbe grisonnante lui donnant l'allure d'un trappeur d'une autre époque. Mais ses yeux bleus perçants reflétaient l'intelligence aiguisée du scientifique qu'il était avant tout. « Vous voilà enfin !» lança-t-il, en s'approchant rapidement du véhicule du parc où Dr Laurence supervisait déjà le déchargement de la caisse. « Comment se présente-t-elle ?»« Stable pour le moment, » répondit la vétérinaire. « La sédation légère a bien fonctionné pour le transport, mais elle commence à en sortir. Il faut la transférer rapidement en salle de soins. » Sophie et Marc se joignirent au groupe, observant le balai coordonné des assistants vétérinaires qui prenaient en charge la caisse avec des gestes précis, fruits d'une longue expérience. « Leblanc », salua Jean-Philippe en apercevant Sophie. « Emmanuel m'a dit que c'est toi qui as administré les premiers soins. Bon travail. » Sophie acquiesça, reconnaissante pour ce compliment venant d'un homme habituellement avare en éloges. « J'ai fait ce que j'ai pu avec le matériel disponible. Comment va se dérouler la suite ? » Intervention chirurgicale immédiate pour nettoyer et refermer correctement la plaie, expliqua-t-il en les guidant vers l'intérieur du bâtiment. Nous avons préparé l'enclos d'isolation avec un nid artificiel pour qu'elle puisse récupérer avec ses petits sans stress excessif. Si tout se passe bien, elle devrait être sur pied dans quelques semaines. L'intérieur du centre était un mélange fascinant de cliniques vétérinaires de pointe et d'environnements naturels reconstitués. Le bâtiment principal abritait les salles de soins, les laboratoires et les bureaux, tandis que l'arrière s'ouvrait sur une série d'enclos extérieurs adaptés aux différentes espèces accueillies. Ils suivirent l'équipe médicale jusqu'à la salle de soins principale où la caisse fut délicatement ouverte. La mère lynx, maintenant plus alerte, émit un grognement d'avertissement, ses yeux parcourant frénétiquement ce nouvel environnement hostile, rempli d'odeurs inconnues et de présences humaines. Jean-Philippe s'approcha avec une confiance tranquille, ses mouvements lents et précis, communiquant une assurance qui semblait apaiser légèrement l'animal. « Nous allons d'abord séparer les petits, » annonça-t-il. « Ils seront dans une pièce adjacente pendant l'opération, puis réunis avec leur mère dès qu'elle sera stabilisée. »« Je peux m'occuper des chatons, » proposa Sophie. « Ils me connaissent déjà, en quelque sorte. » Le vétéran hocha la tête, appréciant cette continuité qui pourrait réduire le stress des jeunes animaux. Avec l'aide d'un assistant, Sophie parvint à extraire les 3 chatons de la caisse, les transférant dans un panier de transport plus petit. Les petits félins protestèrent vigoureusement, leur miaulement strident exprimant leur détresse à être séparés de leur mère. Pendant ce temps, l'équipe médicale avait commencé à préparer la mère pour l'intervention, administrant une anesthésie plus profonde sous la supervision attentive de Dr Laurence. « Ils vont bien ?» demanda Marc, en rejoignant Sophie dans la petite salle adjacente, où elle avait installé les chatons dans un nid artificiel chauffé. « Ils sont stressés mais en bonne santé, » répondit-elle, en examinant délicatement chacun des petits. « Regarde celui-ci, avec la tache blanche sur le museau. C'est le plus courageux de la portée, celui qui essayait toujours de s'aventurer plus loin que les autres. » Le chaton en question la fixait avec une intensité comique, ses petits yeux bleus, qui changeraient plus tard pour le jaune ambré caractéristique des adultes, rempli d'une indignation féline pure. « Il me rappelle quelqu'un », sourit Marc avec un regard entendu vers Sophie. Elle leva les yeux au ciel mais ne put retenir un sourire. «
Sa réputation de témérité sur le terrain n'était plus à faire parmi leurs collègues. Très drôle. Aide-moi plutôt à préparer le lait spécial. Ils ont probablement faim après toute cette aventure. Pendant que Sophie et Marc s'occupaient des chatons, l'opération de la mère Lynx avait commencé dans la salle principale. À travers la vitre qui séparait les deux espaces, ils pouvaient observer Jean-Philippe et son équipe travailler avec une précision chirurgicale impressionnante. Le corps tacheté du félin, maintenant complètement immobile sous l'effet de l'anesthésie, semblait étrangement vulnérable sur la table d'opération, rappel saisissant que même les prédateurs les plus féroces pouvaient se retrouver à la merci des circonstances. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait laissé l'approcher », murmura Marc, en préparant le lait maternisé spécial selon les instructions précises affichées sur le mur du laboratoire. C'est presque comme si elle avait demandé de l'aide. Sophie, qui tenait délicatement le plus petit des chatons pour lui donner le biberon, réfléchit un moment avant de répondre. Les animaux sauvages sont bien plus complexes que ce que nos manuels scientifiques veulent bien admettre. Ils prennent des décisions, évaluent des risques, font preuve d'intelligence contextuelle. Elle baissa les yeux vers le chaton qui tétait avidement. Cette mère a fait un choix calculé entre la menace que nous représentions et la certitude de mourir avec ses petits si elle ne recevait pas d'aide. Le petit félin aux yeux bleus avait agrippé le biberon avec ses pattes minuscules, buvant avec une détermination qui arracha un sourire à Sophie. « Celui-ci est vraiment un battant, » observa-t-elle. « Il me fait penser à ma mère. » Marc leva un sourcil interrogateur tout en commençant à nourrir le deuxième chaton. « Ma mère a dû m'élever seule après le départ de mon père, » expliqua Sophie, ses yeux toujours fixés sur le petit lynx. Elle était biologiste marine, passionnée par son travail. Beaucoup lui conseillaient d'abandonner le terrain, de prendre un poste administratif plus compatible avec l'éducation d'un enfant. Un sourire nostalgique éclaira son visage. Elle n'a jamais cédé. Elle m'emmenait partout, sur des bateaux de recherche, dans des stations côtières isolées, des camps de base en pleine nature. J'ai grandi en observant des baleines et en cataloguant des étoiles de mer. Ça explique beaucoup de choses sur toi, dit doucement Marc, y compris ta détermination à continuer le terrain pendant ta grossesse. Sophie acquiesça. Je ne veux pas avoir à choisir entre ma passion et mon enfant. Ma mère m'a prouvé que c'était possible de faire les deux, difficile certes, mais possible. Le troisième chaton, celui avec la tache blanche sur le museau, refusait obstinément le biberon, miaulant avec une intensité qui traduisait son mécontentement face à ce substitut maternel. Il n'est pas convaincu par notre version du lait maternel, plaisanta Marc. Il est inquiet pour sa mère, corrigea Sophie. Les félins développent très tôt un lien complexe avec leur mère. Même à cet âge, ils ressentent son absence. Comme pour confirmer cette théorie, le petit félin récalcitrant se tourna vers la vitre, ses yeux fixés sur la salle d'opération où sa mère était toujours allongée sous les lumières chirurgicales. De l'autre côté, Jean-Philippe et son équipe travaillaient méthodiquement, leurs gestes précis contrastant avec la tension évidente sur leur visage. À un moment donné, le vétéran fit un signe à son assistante qui augmenta immédiatement le débit de la perfusion. « Quelque chose ne va pas », murmura Sophie, sentant une appréhension nouvelle lui nouer l'estomac. Comme en réponse à ses craintes, Dr Laurence quitta précipitamment la salle d'opération et entra dans la pièce où il s'occupait des chatons. « Complication », annonça-t-elle brièvement. La balle a provoqué plus de dégâts internes que nous ne le pensions initialement. Elle a une hémorragie secondaire que Jean-Philippe tente de contrôler. Pronostic ? Demanda Sophie, la gorge serrée. La vétérinaire soupira, ôtant son masque chirurgical. Incertain, elle a perdu beaucoup de sang et son état général est compromis par l'épuisement et le stress. Les prochaines heures seront décisives. Elle jeta un regard au chaton. Comment se débrouille-t-il ?
Les deux plus grands acceptent le biberon, répondit Marc. Le petit, avec la tache blanche, est plus récalcitrant. C'est souvent le cas, acquiesça Dr Laurence. Continuez d'essayer, je retourne assister Jean-Philippe. Après son départ, un silence pesant s'installa dans la petite salle. Le chaton récalcitrant avait finalement cessé de protester et s'était roulé en boule, ses petits yeux mi-clos, fixant toujours la vitre. « Elle va s'en sortir », affirma Sophie avec une conviction qui surprit Marc. « Elle est trop déterminée pour abandonner maintenant. » Dehors, l'aube commençait à poindre, teintant le ciel de nuances roses et dorées qui filtraient à travers les fenêtres du centre. Cette longue nuit touchait à sa fin, mais une nouvelle journée d'incertitude commençait. Gabriel Whiteclaw, le garde du parc, apparut dans l'encadrement de la porte, son expression grave contrastant avec la douceur de la lumière matinale. « Je viens aux nouvelles avant de retourner sur le site », annonça-t-il. « Comment va notre patiente ?» Sophie lui résuma brièvement la situation, incluant les complications récentes. « Je vois », dit-il, son regard se posant sur les chatons qui, épuisés par les événements, s'étaient finalement endormis dans leur nid artificiel. Ces braconniers ont beaucoup à répondre. « Vous avez trouvé quelque chose de nouveau ?» demanda Marc. « J'ai contacté nos collègues du secteur sud », expliqua Gabriel. « Ils ont signalé une camionnette suspecte hier après-midi, près de la limite du parc. 2 hommes, équipement de chasse, pas de permis valide. Ils ont pris des photos mais n'avaient pas de motif suffisant pour les interpeller à ce moment-là. « Vous pensez que ce sont eux ?» demanda Sophie. Gabriel sortit son téléphone et leur montra une image. 2 hommes d'une quarantaine d'années, chargeant ce qui ressemblait à du matériel de chasse dans une camionnette bleue délavée. « C'est très probable. Nous avons la plaque d'immatriculation et la police provinciale est déjà sur le coup. » Cette nouvelle apporta une satisfaction amère à Sophie. Traduire les braconniers en justice ne guérirait pas la mère lynx, ne réparerait pas le traumatisme infligé à cette famille sauvage, mais au moins, il y aurait une forme de conséquence. La porte de la salle d'opération s'ouvrit soudain, révélant Jean-Philippe dont la blouse chirurgicale portait des traces de sang. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'un éclat que Sophie reconnut immédiatement, la lueur distinctive qui accompagnait une victoire durement gagnée contre la mort. « Elle est stabilisée », annonça-t-il simplement. « Nous avons trouvé et réparé une déchirure secondaire dans une artère intercostale. Elle a reçu une transfusion et son rythme cardiaque est revenu à la normale. » Un soupir collectif de soulagement emplit la pièce. « Cependant, continua-t-il, tempérant immédiatement leur optimisme, elle n'est pas tirée d'affaire. Les prochaines 48 heures seront critiques. Si elle passe ce cap sans infection majeure ou complications secondaires, ses chances seront excellentes. »« Et les petits ?» demanda-t-il en s'approchant du nid où les chatons dormaient paisiblement. « Ils ont accepté le lait maternisé, pour la plupart, » répondit Sophie. « Ils semblent en bonne santé, juste stressés par la séparation. » Jean-Philippe examina rapidement chaque chaton, ses mains massives manipulant les petits corps avec une délicatesse surprenante. « Bon développement, bon poids, réflexes normaux, » confirma-t-il. « Quand la mère sera suffisamment stable, nous les réunirons. D'ici là, ils auront besoin d'une attention constante. » Il se redressa, étudiant Sophie et Marc avec un regard pénétrant. « Vous devriez rentrer vous reposer. Vous avez fait un travail remarquable, mais vous tenez à peine debout. » Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa en sentant une nouvelle vague de fatigue l'envahir. Son corps lui rappelait ses limites, particulièrement dans son état. « Nous reviendrons cet après-midi, » concéda-t-elle. « Mais appelez-nous si quoi que ce soit change. » Jean-Philippe acquiesça, puis ajouta avec un demi-sourire « Ah, et nous avons besoin de noms pour les registres. »
Des suggestions? Sophie regarda les 3 chatons endormis. Nommer des animaux sauvages destinés à retourner dans la nature n'était pas une pratique habituelle dans leur profession. Cela risquait de créer un attachement anthropomorphique préjudiciable à la réhabilitation. Mais dans ce cas précis, pour le suivi médical et la documentation de ce cas extraordinaire, des identifiants étaient nécessaires. La mère pourrait s'appeler Artémis, proposa-t-elle, pensant à la déesse grecque de la chasse et protectrice des animaux sauvages. Et pour les petits, celui avec la tache blanche sur le museau pourrait être Orion, suggéra Marc, faisant référence au chasseur mythologique associé à Artémis. Le plus grand serait Apollon, continua Sophie. Et la petite femelle pourrait être Callisto. Jean-Philippe nota ces noms avec un hochement de tête approbateur. Mythologie grecque, appropriée pour des créatures aussi majestueuses. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Sophie se réveilla dans sa petite cabane au bord du lac Louise. Elle avait dormi d'un sommeil lourd et sans rêve, son corps épuisé réclamant le repos que son esprit inquiet aurait voulu lui refuser. Un coup d'œil à son réveil lui indiqua qu'il était presque midi. Elle avait dormi près de 5 heures après être rentrée du centre. Elle s'étira prudemment, sentant les courbatures qui témoignaient des efforts de la nuit précédente. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer une brise fraîche parfumée de pin et le chant distant d'un merle d'Amérique. Ces sensations familières, cette connexion quotidienne avec la nature environnante, lui procuraient habituellement un sentiment immédiat de bien-être. Aujourd'hui, pourtant, son esprit restait focalisé sur Artémis et ses petits, comme si un fil invisible la reliait encore à cette famille sauvage. Sophie posa instinctivement une main sur son ventre, ce geste devenu réflexe depuis qu'elle connaissait sa grossesse. « Nous avons eu toute une aventure, toi et moi », murmura-t-elle. Le parallèle entre sa situation et celle d'Artémis lui semblait de plus en plus frappant. 2 mères déterminées à protéger leur progéniture dans un monde souvent hostile, chacune à leur manière. Son téléphone vibra sur la table de nuit, la ramenant au présent. C'était un message de Marc. « Réveillez, j'ai des nouvelles. » Elle le rappela immédiatement, tout en se dirigeant vers la cuisine pour préparer un thé. « Alors ?» demanda-t-elle sans préambule dès qu'il décrocha. « Bonjour à toi aussi », répondit Marc et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « J'ai appelé le centre il y a 1 heure. Artémis est stable, ses constantes s'améliorent progressivement. Jean-Philippe dit que c'est une battante. » Sophie laissa échapper un soupir de soulagement qu'elle n'avait pas conscience de retenir. « Et les petits ?» « Ils se portent bien. » Apparemment, même le rebelle a fini par accepter le biberon. L'assistante de Jean-Philippe a dû l'envelopper dans un tissu imprégné de l'odeur de sa mère pour le convaincre. Orion est fidèle à son caractère, sourit Sophie en versant l'eau bouillante sur son sachet de thé. Des nouvelles de l'enquête sur les braconniers? C'est là que ça devient intéressant, répondit Marc, son ton devenant plus sérieux. La police a identifié les 2 hommes grâce aux photos. Ce ne sont pas de simples braconniers opportunistes comme on le pensait. Ils font partie d'un réseau qui opère dans plusieurs provinces. Trafic d'animaux exotiques, partie d'animaux pour médecine traditionnelle, trophées illégaux. Sophie sentit son sang se glacer malgré la chaleur de la tasse entre ses mains. « Tu penses, Gaons, qu'il visait spécifiquement Artémis? Pour ses petits ?» C'est la théorie de Gabriel. Les chatons de lynx roux peuvent se vendre plusieurs milliers de dollars sur le marché noir, surtout en Asie, où ils sont recherchés comme animaux de compagnie exotique. La mère aurait été un dommage collatéral, ou peut-être un bonus pour sa fourrure. « C'est révoltant », murmura Sophie, la colère remplaçant progressivement le choc initial. Le commerce illégal d'espèces sauvages représentait une menace majeure pour la biodiversité mondiale, une réalité qu'elle connaissait bien professionnellement, mais qui prenait une dimension plus personnelle maintenant qu'elle avait croisé le regard d'Artémis.
La bonne nouvelle, continua Marc, c'est que cette affaire pourrait permettre de démanteler une partie importante du réseau. Les autorités prennent ça très au sérieux. Tant mieux, dit Sophie. Je viendrai témoigner s'il le faut. Je n'en doute pas une seconde, répondit-il. Au fait, Jean-Philippe nous attend vers 15 heures pour faire le point et discuter du plan de réhabilitation. Je passe te prendre à 14h30. Sophie accepta et raccrocha, son esprit déjà organisé autour de cette nouvelle mission. Après une douche rapide et un repas léger, elle s'installa sur la petite terrasse en bois qui donnait sur le lac pour réviser ses notes de la veille. Le carnet de terrain qu'elle tenait méticuleusement depuis des années contenait désormais plusieurs pages dédiées à Artémis et ses petits, observations comportementales, estimation d'âge, particularités physiques, tout ce qui pourrait contribuer à leur réhabilitation réussie. Lorsque Marc arriva, elle était prête, à la fois physiquement et mentalement. Le trajet jusqu'au centre se déroula dans une atmosphère plus détendue que celle du retour épuisé de la nuit précédente. Le paysage montagneux défilait dans toute sa splendeur estivale, rappelant à Sophie pourquoi elle avait choisi cette vie, malgré ses défis et ses sacrifices. « Tu as réfléchi à ce que tu vas faire après ?» demanda soudainement Marc, brisant le silence confortable qui s'était installé. « Après ? Une fois que tu auras eu ton bébé, pour ton travail, je veux dire. » Sophie contempla les sommets enneigés à l'horizon avant de répondre. « Je prendrai un congé de maternité, bien sûr, mais ensuite, j'adapterai, comme ma mère l'a fait. Le terrain restera une partie de mon travail, même si la fréquence et l'intensité changeront pendant un temps. » Marc hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Tu sais que tu pourras compter sur moi, n'est-ce pas? Pour t'aider, je veux dire, professionnellement, mais pas seulement. » Cette offre, formulée avec une simplicité touchante, émut Sophie plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Marc avait toujours été un collègue fiable, un ami précieux, mais cette promesse de soutien prenait une nouvelle dimension face à la solitude qu'elle anticipait dans sa maternité. « Merci, » dit-elle simplement, les mots plus élaborés se coinçant dans sa gorge. Le centre de conservation apparut finalement au détour d'un virage, ses bâtiments modernes s'intégrant harmonieusement dans le paysage naturel. Une activité inhabituelle régnait sur le parking. Plusieurs véhicules officiels étaient stationnés, dont une camionnette portant le logo de la télévision provinciale. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» marmonna Marc en se garant à l'écart. Jean-Philippe les attendait à l'entrée, son expression oscillant entre l'agacement et la résignation face à cette attention médiatique inattendue. « L'histoire a fuité », expliqua-t-il sans préambule en les guidant à l'intérieur. Un des assistants a apparemment partagé une photo des chatons sur les réseaux sociaux. Ça a été repris par plusieurs médias, et maintenant nous avons des journalistes qui campent devant le centre. C'est problématique pour la réhabilitation, nota immédiatement Sophie, préoccupée par les implications de cette publicité soudaine. Très, confirma Jean-Philippe. Plus les animaux sont exposés aux humains, moins leurs chances de réintégration réussie dans la nature sont élevées, sans parler du stress supplémentaire pour Artémis. Ils traversèrent les couloirs du centre, évitant soigneusement les zones où les journalistes avaient été autorisés à pénétrer pour une conférence de presse improvisée donnée par l'un des responsables de la communication du parc. « Comment va-t-elle » demanda Sophie, impatiente d'avoir des nouvelles de première main. « Mieux que nous n'osions l'espérer » répondit Jean-Philippe, son visage s'adoucissant légèrement. Elle a repris conscience environ 2 heures après votre départ et a immédiatement commencé à chercher ses petits. Son instinct maternel est remarquablement fort. « Vous les avez réunis ?» demanda Marc. « Pas encore. Nous voulons être absolument certains que sa condition est stable avant de réintroduire les chatons. Une rechute avec les petits présents serait compliquée à gérer. » Ils arrivèrent devant une porte marquée « Observation, personnel autorisé seulement ». Jean-Philippe passa sa carte magnétique et les fit entrer dans une salle équipée d'écrans,
montrant les différents enclos et zones de soins du centre. Nous utilisons ce système pour minimiser les perturbations, expliqua-t-il en activant un écran spécifique. Voici Artemis en temps réel. L'image montrait un enclos intérieur spécialement aménagé. Sol naturel, branches, rochers disposés pour créer des zones d'ombre et des points d'observation surélevés. Dans un coin, sur une plateforme recouverte de paille fraîche, Artemis était allongé, son flanc se soulevant régulièrement au rythme de sa respiration. Le bandage blanc sur son côté contrastait vivement avec son pelage tacheté. Malgré sa blessure, elle dégageait toujours cette aura de dignité sauvage qui avait tant impressionné Sophie lors de leur première rencontre. « Elle est magnifique », souffla-t-elle. « Et plus coriace que la plupart des animaux que j'ai soignés », ajouta Jean-Philippe avec un respect évident. À en juger par sa dentition et son état physique général, elle a probablement entre 3 et 4 ans. Une mère expérimentée. Il changea d'écran pour montrer une autre salle où les 3 chatons jouaient maladroitement dans un enclos spécialement conçu pour leur taille. Orion, reconnaissable à sa tache blanche, semblait avoir pris le leadership du groupe, testant chaque élément de leur environnement avec une curiosité insatiable. Ils ont environ 8 semaines, estima Jean-Philippe. Un âge critique pour leur développement. Sans leur mère pour leur enseigner les techniques de chasse et les comportements sociaux appropriés, leur chance de survie dans la nature serait considérablement réduite. « Quel est le plan pour leur réhabilitation ?» demanda Sophie, ses yeux ne quittant pas l'écran où les chatons continuaient leurs explorations maladroites. Jean-Philippe s'installa dans un fauteuil ergonomique devant le poste d'observation, invitant Sophie et Marc à faire de même. « C'est justement ce dont je voulais discuter avec vous, » dit-il en faisant pivoter son siège pour leur faire face. « Votre expérience avec les lynx roux sauvages sera précieuse pour établir un protocole adapté. » Il sortit un dossier d'une étagère adjacente et l'ouvrit sur la table centrale. « Idéalement, dans un cas comme celui-ci, nous privilégions une approche de contact humain minimal. Le but est de maintenir leurs instincts sauvages intacts tout en assurant leur survie. » Mais avec l'attention médiatique, commença Marc. « Exactement, » acquiesça Jean-Philippe, son front se plissant d'inquiétude. « Nous sommes face à un dilemme. D'un côté, le centre a besoin de cette publicité. Les dons qui vont affluer permettront de financer d'autres opérations de sauvetage. De l'autre, chaque interaction humaine supplémentaire compromet leurs chances de réintégration réussie. » Sophie réfléchit un moment, son esprit analytique évaluant les différentes options. Et si on transformait cette contrainte en opportunité éducative, utiliser leur histoire pour sensibiliser le public au danger du braconnage et au respect des habitats naturels, tout en limitant strictement l'accès physique aux animaux? Jean-Philippe hocha la tête, visiblement intéressé par cette approche. Ça pourrait fonctionner. Des caméras discrètes dans leur enclos, un flux vidéo en direct sur notre site web, des mises à jour régulières par des experts. Je pourrais contribuer à la documentation visuelle, proposa Marc. Des photos prises avec un téléobjectif, sans perturber leur environnement. Et je peux rédiger des bulletins scientifiques accessibles au grand public, ajouta Sophie. Expliquer leur comportement, le processus de réhabilitation, l'importance écologique des lynx roux dans notre écosystème. Jean-Philippe semblait de plus en plus convaincu. Cela pourrait effectivement transformer cette situation en opportunité éducative. Il se tourna vers Sophie. « Tu serais prête à t'investir dans ce projet sur la durée ? La réhabilitation complète prendra plusieurs mois, peut-être jusqu'à 1 an avant qu'il ne soit prêt pour la réintroduction. » Sophie échangea un regard avec Marc, consciente de ce que cette question impliquait réellement. Jean-Philippe n'était pas au courant de sa grossesse et un tel engagement signifiait révéler sa situation. « Je suis enceinte », annonça-t-elle simplement. « De 14 semaines. Mais oui, je suis prête à m'engager dans ce projet. J'adapterai ma participation en fonction de l'évolution de la situation. »
Le vétéran l'observa un moment, son expression passant de la surprise à une compréhension pensive. « Félicitations », dit-il finalement avec un sourire chaleureux qui transformait son visage habituellement austère. « Et merci pour ta franchise. Nous trouverons un moyen de faire fonctionner tout ça. » Un bip discret provenant de l'un des moniteurs interrompit leur conversation. Jean-Philippe se tourna immédiatement vers l'écran qui affichait les constantes vitales d'Artémis. Son rythme cardiaque s'accélère, nota-t-il en se levant. Elle est plus agitée. C'est probablement le moment idéal pour essayer de réunir la famille. Il appuya sur un bouton d'interphone. « Émilie, prépare les chatons pour la réintroduction. Je descends immédiatement. » Se tournant vers Sophie et Marc, il leur fit signe de le suivre. « Venez, mais restez en observation derrière la vitre. Ce moment est crucial pour leur réhabilitation. » Ils descendirent rapidement au niveau des enclos, traversant des couloirs conçus pour minimiser les perturbations sonores et olfactives. Devant l'enclos d'Artémis, une jeune femme aux cheveux courts attendait déjà, tenant un panier de transport spécial contenant les 3 chatons. « Ces constantes sont bonnes ?» rapporta-t-elle. Niveau de stress élevé, mais dans les limites acceptables. Elle a détecté l'odeur des petits il y a environ 10 minutes et cherche activement leur source. « Parfait », acquiesça Jean-Philippe. « Sophie, Marc, installez-vous dans la salle d'observation. Émilie et moi allons procéder à la réintroduction. » La salle d'observation adjacente offrait une vue parfaite sur l'enclos, à travers une vitre sans tain. Sophie et Marc s'installèrent silencieusement, tous deux conscients d'être sur le point d'assister à un moment rare dans leur carrière de biologiste. À l'intérieur de l'enclos, Artémis s'était redressée malgré sa blessure, son corps tendu et attentif, ses oreilles pointées vers la porte par laquelle Jean-Philippe et Émilie entraient maintenant avec précaution. La lynx émit un grondement sourd, mais il manquait la férocité de leur première rencontre dans la forêt. C'était plus un avertissement qu'une menace immédiate. « Elle les sent », murmura Sophie, observant les narines frémissantes du félin. Jean-Philippe fit un signe à Émilie qui déposa doucement le panier au sol, avant de se retirer lentement vers la sortie. Le vétéran resta un moment immobile, établissant un contact visuel calme avec Artémis, puis se pencha lentement pour ouvrir la porte du panier. « Il prend un risque calculé », nota Marc. « Si elle décide qu'il représente une menace pour ses petits... » Mais Artémis semblait avoir compris la situation. Ses yeux ambrés fixaient le panier avec une intensité hypnotique, son corps entier vibrant d'anticipation. Jean-Philippe recula prudemment après avoir ouvert complètement le panier, rejoignant Émilie près de la sortie. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis, timidement, une petite tête tachetée émergea. Apollon, le plus grand des chatons. Il renifla l'air, hésitant, puis émit un petit miaulement interrogatif. La réaction d'Artémis fut instantanée et bouleversante. Un son différent de tout ce que Sophie avait entendu auparavant s'échappa de sa gorge, un appel doux, presque tendre, qui contrastait radicalement avec les grognements menaçants qu'elle leur avait adressés dans la forêt. Ce signal sembla galvaniser les chatons. Apollon sortit complètement du panier, suivi de près par Callisto, puis finalement par Orion, toujours aussi audacieux malgré sa taille plus modeste. Ils avancèrent maladroitement vers leur mère, leur petit corps tremblant d'excitation. Sophie sentit sa gorge se nouer devant ce spectacle. Artémis, malgré sa blessure, s'était légèrement déplacée pour faciliter l'approche de ses petits. Lorsqu'ils l'atteignirent enfin, elle les accueillit avec un toilettage méticuleux, vérifiant apparemment qu'ils étaient en bonne santé, indemnes de leur séparation. « C'est extraordinaire », souffla Marc, son appareil photo capturant discrètement cette réunion touchante. « Regarde comment elle vérifie chacun d'eux, comme si elle les comptait. » Sophie acquiesça, émue au-delà des mots. Les petits se bousculaient maintenant pour téter, retrouvant immédiatement ce comportement instinctif, malgré les biberons qu'ils avaient reçus pendant leur séparation. Artémis s'allongea précautionneusement pour leur faciliter l'accès,
son corps formant un demi-cercle protecteur autour d'eux. Jean-Philippe et Émilie sortirent discrètement de l'enclos, rejoignant Sophie et Marc dans la salle d'observation. « Mission accomplie », dit-il avec une satisfaction évidente. La réunion s'est déroulée exactement comme nous l'espérions. « Comment va-t-on procéder maintenant ?» demanda Sophie, ne pouvant détacher son regard de la scène paisible qui se déroulait devant eux. Phase 1. Récupération et rétablissement du lien familial, expliqua Jean-Philippe. Pendant environ 3 semaines, nous les laisserons principalement tranquilles, avec une surveillance discrète et des interventions minimales pour les soins médicaux d'Artémis. Il se tourna vers un écran mural qui affichait un calendrier détaillé. Phase 2. Introduction progressive à un environnement semi-naturel. Nous les transférerons dans un enclos extérieur plus vaste où Artémis pourra commencer à enseigner les techniques de chasse à ses petits. « Avec des proies vivantes ?» demanda Marc. « Exactement. D'abord des proies faciles dans un espace contrôlé, puis une complexité croissante à mesure que les petits grandissent. » Sophie hocha la tête, admirant la méthodologie rigoureuse du centre. Et la phase finale? Si tout se passe bien, dans environ 8 mois, nous procéderons à une réintroduction progressive dans la nature, idéalement dans un secteur différent de celui où elle a été blessée, mais suffisamment proche pour qu'elle puisse s'orienter dans un territoire familier. Le téléphone de Jean-Philippe vibra dans sa poche. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. La police provinciale. Excusez-moi. Jean-Philippe s'éloigna pour prendre l'appel, laissant Sophie et Marc continuer leur observation de la famille de lynx réunie. Artémis avait maintenant adopté une position plus confortable, allongée sur son flanc non blessé, permettant à ses petits de se blottir contre elle. Même à travers la vitre, on pouvait entendre le ronronnement puissant du félin, un son que Sophie n'aurait jamais imaginé entendre de cette créature qui, quelques heures plus tôt, leur adressait des feulements menaçants. « C'est fascinant comme la perception du danger change tout », murmura-t-elle. « Dans la forêt, nous étions une menace. Ici, dans un environnement qu'elle perçoit comme plus sécurisé et avec ses petits près d'elle, son comportement est complètement différent. » Marc acquiesça, ajustant son appareil pour capturer ce moment de tendresse sauvage. « Les instincts maternels transcendent les espèces, on dirait. » Émilie, qui vérifiait les constantes vitales d'Artémis sur un moniteur adjacent, sourit à cette remarque. « Vous n'imaginez pas le nombre de similitudes comportementales que nous observons entre différentes espèces de mammifères quand il s'agit de soins parentaux. C'est comme si la nature avait trouvé une formule qui fonctionne et l'avait simplement adaptée. » Sophie posa inconsciemment une main sur son ventre. Cette connexion qu'elle ressentait avec Artémis n'était donc pas simplement le fruit de son imagination ou d'une projection émotionnelle, il y avait une base biologique à cette reconnaissance mutuelle. Jean-Philippe revint, son expression grave contrastant avec l'atmosphère paisible de la salle d'observation. « Ils ont arrêté les 2 braconniers, » annonça-t-il sans préambule. « Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ces hommes travaillent pour un réseau international bien plus vaste que ce que nous imaginions. » Il se passa une main dans la barbe, un geste que Sophie avait appris à reconnaître comme un signe de préoccupation profonde chez lui. « Ils ont trouvé quoi exactement ?» demanda Marc. « Des registres de transactions, des contacts internationaux, des photos d'autres animaux capturés illégalement. Apparemment, ils opèrent depuis au moins 3 ans dans plusieurs parcs nationaux. Lynx roux, loups, ours noirs, même des pigargues à tête blanche, tout ce qui peut se vendre à prix d'or sur le marché noir. « Et Artémis ?» interrogea Sophie. « Elle était une cible spécifique ?» Jean-Philippe hocha la tête. Les enquêteurs ont trouvé des photos de reconnaissance datant de plusieurs semaines. Ils la suivaient, attendant le moment idéal pour capturer les chatons. Quand elle s'est défendue... Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. « Ils l'ont abattue », compléta Sophie, la colère faisant vibrer sa voix. « La police souhaite que vous témoigniez tous les 2, poursuivit Jean-Philippe.
votre découverte, les premiers soins administrés, tout ça constitue des preuves essentielles. Et ils veulent aussi ma documentation vétérinaire sur la blessure par balle. Bien sûr, acquiesça Marc immédiatement, tout ce qui pourra les aider à démanteler ce réseau. Sophie approuva également, tout en reportant son attention sur la famille de Lynx. Malgré la sérénité apparente de la scène, la violence à l'origine de leur situation lui semblait maintenant encore plus révoltante. Ces magnifiques créatures sauvages, réduites à des marchandises par la cupidité humaine. Ils veulent aussi venir filmer Artémis et ses petits, ajouta Jean-Philippe avec réticence, comme preuve, mais aussi pour sensibiliser le public. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Sophie, soudain protectrice. « Ils ont déjà les photos de Marc, les rapports médicaux. »« C'est ce que j'ai dit, » soupira Jean-Philippe. « Mais apparemment, l'impact médiatique pourrait aider à mettre la pression sur les réseaux internationaux impliqués. J'ai négocié des conditions strictes, équipe réduite, temps limité, distance de sécurité et surtout, pas de flash ni de son perturbateur. » 2 jours plus tard, l'histoire d'Artémis faisait la une des journaux nationaux et internationaux. Les photos prises par Marc, soigneusement sélectionnées pour montrer la dignité du félin sans exploitation sensationnaliste, accompagnaient des articles détaillant le courage de la mère Lynx et le trafic cruel qui avait failli détruire cette famille. Sophie, assise dans le petit bureau que Jean-Philippe lui avait attribué au centre, parcourait les retombées médiatiques sur son ordinateur. L'histoire semblait avoir touché une corde sensible auprès du public, déclenchant une vague de dons pour le centre et une prise de conscience accrue sur les dangers du braconnage. « Ton article a été partagé plus de 50 000 fois, » annonça Marc en entrant, 2 tasses de thé à la main. « Tu es officiellement une influenceuse en matière de conservation. » Sophie sourit en acceptant la tasse qu'il lui tendait. Le bulletin qu'elle avait rédigé expliquant le comportement des lynx roux et l'importance de leur protection avait effectivement connu un succès inattendu sur les réseaux sociaux. « Tant que ça aide à protéger d'autres familles comme celle d'Artémis, » dit-elle. Jean-Philippe dit que les dons vont permettre d'installer de nouveaux systèmes de surveillance anti-braconnage dans 3 secteurs du parc. Elle fit défiler l'écran jusqu'à une image particulièrement touchante. Orion, le petit lynx à la tache blanche, jouant maladroitement avec une branche sous le regard attentif de sa mère. Ils progressent bien. Artémis a commencé à leur montrer des comportements de chasse basiques hier. « J'ai vu ça », confirma Marc en s'installant sur une chaise à côté d'elle. « J'ai filmé la séquence pour le documentaire éducatif. » Le projet de documentaire sur la réhabilitation de la famille de Lynx avait pris forme naturellement, combinant l'expertise scientifique de Sophie et le talent visuel de Marc. Prévu pour être diffusé dans les écoles et sur les plateformes éducatives, il visait à transformer cette histoire individuelle en outil de sensibilisation plus large. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, son regard s'attardant sur la légère proéminence qui commençait à apparaître sous le pull ample de Sophie. « Mieux, les nausées matinales se sont calmées cette semaine. » Elle sourit, appréciant sa sollicitude. « Et j'ai reçu les résultats de l'échographie hier. Tout va bien. Garçon ou fille ?»« Une fille », confirma Sophie, un mélange d'émerveillement et d'appréhension dans la voix. « Comme je le sentais. » Marc sourit largement. Une mini-Sophie. Le monde n'est pas prêt. Un bip discret provenant de l'ordinateur interrompit leur conversation, une alerte du système de surveillance de l'enclos d'Artémis. Sophie cliqua immédiatement sur la notification ouvrant le flux vidéo en direct. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marc, se penchant pour mieux voir. L'image montrait Artémis dans une posture inhabituelle, le corps tendu, les oreilles plaquées en arrière. Elle semblait fixer un point précis près de la paroi extérieure de l'enclos. « Je ne sais pas », murmura Sophie, un sentiment d'inquiétude grandissant. Elle a détecté quelque chose qui la perturbe. Sans hésiter,
Ils quittèrent le bureau pour se diriger vers l'enclos, croisant en chemin Émilie qui avait également reçu l'alerte. Ces constantes indiquent un stress aigu, informa la jeune assistante tout en marchant rapidement à leur côté. Rien dans les soins de routine n'explique cette réaction. En arrivant à l'enclos, ils découvrirent Jean-Philippe déjà présent, scrutant l'extérieur du périmètre avec des jumelles. « Là », dit-il en les pointant vers un bosquet à environ 50 mètres. « Quelqu'un observe l'enclos depuis cette position. Sécurité déjà prévenue. » Sophie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Était-il possible que des complices des braconniers arrêtés aient localisé Artémis? La médiatisation de l'affaire avait rendu le centre facilement identifiable pour quiconque connaissait la région. Comme en réponse à cette crainte, le système de sécurité du centre s'activa soudainement. Des volets métalliques descendirent automatiquement devant les parties vitrées de l'enclos, tandis qu'une alarme discrète mais insistante résonnait dans les couloirs. « Protocole de confinement », expliqua Jean-Philippe face à leur surprise. « Mesures préventives standard en cas d'intrusion potentielle. » 2 agents de sécurité émergèrent du bâtiment principal, se dirigeant discrètement mais efficacement vers le bosquet indiqué. Sophie observa leur progression, la gorge nouée par l'inquiétude. Non seulement pour la sécurité d'Artémis et ses petits, mais aussi pour le projet de réhabilitation dans son ensemble. Si le stress provoqué compromettait le comportement naturel de la mère lynx, les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Sophie, Marc, Jean-Philippe et Émilie attendaient dans la salle de surveillance, observant à la fois les écrans montrant l'intérieur de l'enclos et ceux retransmettant les images des caméras extérieures. Artémis avait rassemblé ses petits et les avait guidés vers un abri rocheux aménagé au fond de l'espace, son comportement révélant une prudence instinctive face à la menace perçue. « Elle les protège », murmura Sophie, « exactement comme dans la forêt. » Le talkie-walkie de Jean-Philippe grésilla soudain, rompant la tension silencieuse qui s'était installée. « Docteur Mercier, Stuart à l'appareil. Nous avons intercepté l'individu près du périmètre est. » Jean-Philippe saisit l'appareil. Situation. Un homme, mi-trentaine, équipement photographique professionnel, prétend être journaliste indépendant venu pour un reportage sur les lynx. Accréditation. Aucune officielle. Dit avoir contacté votre service de communication plusieurs fois sans réponse, alors il a décidé de venir directement. Jean-Philippe échangea un regard avec les autres, son expression oscillant entre soulagement et irritation. « Pas de braconnier, juste un journaliste trop zélé », résuma-t-il. « Escortez-le jusqu'à l'accueil, je viens le rencontrer. » Le protocole de sécurité fut levé, les volets métalliques remontant lentement pour révéler à nouveau l'enclos baigné par la lumière de l'après-midi. Sophie observa Artémis qui, malgré la disparition de la menace extérieure, maintenait sa position protectrice, ses yeux ambrés scrutant attentivement l'environnement. « Je vais m'occuper de notre visiteur indésirable », annonça Jean-Philippe en se dirigeant vers la sortie. « Émilie vérifie que les constantes d'Artémis reviennent à la normale. Sophie, Marc, peut-être pourriez-vous préparer quelques documents et images que nous pourrions officiellement partager avec les médias? Cela évitera peut-être d'autres initiatives créatives. » Après son départ, Sophie s'approcha de la vitre d'observation, son regard fixé sur la mer lynx qui commençait lentement à se détendre, permettant à ses petits d'explorer à nouveau leur environnement. « C'est impressionnant », commenta Marc en la rejoignant. « Sa réaction instinctive, cette capacité immédiate à percevoir une présence inhabituelle et à protéger ses petits. » Sophie acquiesça, pensive. Les sens des félins sauvages sont tellement plus aiguisés que les nôtres. Cet homme était à 50 mètres, caché dans les buissons, et pourtant elle a immédiatement détecté sa présence. « Sang maternel amplifié », suggéra Émilie depuis son poste de surveillance des constantes vitales. « Nous l'observons fréquemment chez les femelles avec des petits. Leur capacité sensorielle semble s'intensifier pendant cette période. » Cette remarque résonna particulièrement chez Sophie.
Elle avait elle-même remarqué des changements subtils dans ses propres perceptions depuis le début de sa grossesse. Une sensibilité accrue aux odeurs, une conscience plus aiguë de son environnement, comme si son corps s'adaptait déjà à la responsabilité de protéger une vie vulnérable. « Ces constantes reviennent à la normale », annonça Émilie après quelques minutes. Rythme cardiaque, respiration, tout indique que le stress diminue progressivement. « Et sa blessure ?» demanda Sophie, remarquant que le bandage d'Artémis avait été changé récemment. « Cicatrisation remarquable », répondit l'assistante avec un sourire admiratif. Jean-Philippe dit qu'il n'a jamais vu un rétablissement aussi rapide. Dans quelques jours, nous pourrons envisager de les transférer dans l'enclos extérieur pour commencer la phase 2. Sophie sourit à cette nouvelle, imaginant déjà Artémis guidant ses petits dans un environnement plus naturel, leur enseignant les compétences essentielles à leur survie future. La phase 2 représentait une étape cruciale, le moment où l'équipe pourrait véritablement évaluer les chances de réintégration complète de cette famille dans leur habitat naturel. 2 semaines s'écoulèrent, transformant progressivement le quotidien du centre de conservation. L'histoire d'Artémis, maintenant relayée par des médias internationaux, avait généré une vague d'intérêt et de soutien sans précédent. Le site web du centre, autrefois visité principalement par des chercheurs et des étudiants en biologie, accueillait désormais des milliers de visiteurs quotidiens venus suivre les mises à jour sur la famille de lynx. Sophie et Marc avaient développé un système de documentation non intrusive qui permettait de partager l'évolution de la réhabilitation sans perturber les animaux. Chaque matin, ils compilaient les observations de la veille en un bulletin accessible au grand public, accompagné de photos soigneusement sélectionnées par Marc. Ce jour-là, ils se préparèrent pour un moment particulièrement significatif, le transfert de la famille vers l'enclos extérieur. Jean-Philippe avait conçu un protocole spécifique pour minimiser le stress lié à ce changement d'environnement. L'idée est de créer un continuum entre les 2 espaces, expliqua-t-il lors de la réunion préparatoire. Nous avons incorporé des éléments familiers dans le nouvel enclos. Même type de cachette, même organisation spatiale, même nid principal. Sophie, dont la grossesse était maintenant visible sous sa blouse de travail, consultait le plan de l'enclos extérieur sur sa tablette. Et pour l'introduction des proies vivantes ? Progressivement, répondit Jean-Philippe. D'abord des proies faciles dans un espace restreint, pour que les chatons puissent observer et imiter le comportement de chasse de leur mère sans être découragés par des échecs répétés. Marc, qui ajustait son équipement photographique pour la documentation du transfert, leva les yeux de son appareil. « Combien de temps estimez-vous nécessaire pour cette phase ?»« Idéalement 4 à 5 mois, » répondit le vétéran. « Les chatons doivent atteindre un niveau d'autonomie suffisant avant que nous puissions envisager la réintroduction en milieu naturel. En plus, l'hiver approche. Ce serait une période difficile pour une réadaptation. » Sophie acquiesça, comprenant la logique. Une réintroduction au printemps donnerait à la famille les meilleures chances de succès, abondance de proies, conditions climatiques favorables et surtout, chatons suffisamment matures pour suivre leur mère dans ses déplacements territoriaux. Le transfert lui-même se déroula avec une efficacité surprenante. Artémis, maintenant habituée aux routines du centre et significativement rétablie, accepta d'entrer dans la caisse de transport avec une réticence minimale. Ses petits, désormais âgés d'environ 3 mois, suivirent son exemple avec la curiosité typique de leur âge. Depuis la salle d'observation adjacente au nouvel enclos, Sophie et Marc assistèrent à la découverte progressive de ce nouvel environnement par la famille de lynx. L'espace, considérablement plus vaste que le précédent, reproduisait un segment de forêt montagnarde avec arbres, rochers, ruisseaux artificiels et végétation naturelle. « Regarde, Orion », sourit Sophie,
en pointant vers le petit lynx à la tache blanche qui s'aventurait déjà plus loin que ses frères et sœurs, testant ses griffes sur l'écorce d'un jeune pin. Toujours aussi audacieux. Telle mère, tel fils, répondit Marc avec un regard entendu vers Sophie. Elle sourit, reconnaissant la taquinerie affectueuse. Sa propre réputation d'intrépidité sur le terrain était bien établie parmi ses collègues. « J'espère que ma fille aura au moins un peu de cette curiosité, » admit-elle, même si ça me donnera probablement des cheveux blancs prématurés. Marc l'observa un moment, comme s'il hésitait à formuler une pensée. « Tu as choisi un prénom ?» demanda-t-il finalement. Sophie hocha la tête, son regard toujours fixé sur la famille de lynx qui explorait méthodiquement leur nouveau territoire. « Artémis », dit-elle simplement. Marc la regarda, surpris mais visiblement ému par ce choix. « C'est parfait », dit-il doucement. Un miaulement aigu attira leur attention vers l'enclos. Callisto, la petite femelle de la portée, venait de découvrir le ruisseau et testait précautionneusement l'eau avec sa patte, son expression de surprise faisant sourire les deux observateurs. « Il s'adapte remarquablement bien », nota Sophie. « Artémis semble beaucoup plus détendue ici, plus naturelle. » C'était vrai. La mère lynx se déplaçait dans ce nouvel espace avec une aisance qu'il n'avait pas observée dans l'enclos intérieur. Sa démarche avait retrouvé la grâce fluide caractéristique de son espèce, et seule une légère raideur occasionnelle rappelait sa blessure récente. « La prochaine étape sera cruciale », dit Marc en photographiant la scène. « L'introduction des proies vivantes nous dira vraiment si la réhabilitation complète est possible. » Le printemps avait transformé les montagnes rocheuses canadiennes en une explosion de vie nouvelle. La neige persistait encore sur les sommets les plus élevés, mais les vallées s'étaient parées de verts tendres et de fleurs sauvages qui pointaient timidement à travers le sol dégelé. 6 mois s'étaient écoulés depuis le transfert d'Artémis et ses petits dans l'enclos extérieur, 6 mois d'observation minutieuse, de progrès documentés et d'espoir grandissant. Sophie, son ventre désormais imposant à 8 mois et demi de grossesse, s'appuyait légèrement contre la rambarde de la plateforme d'observation. De cette position privilégiée, elle pouvait observer l'enclos dans sa totalité sans être détectée par ses occupants. À ses côtés, Marc ajustait son téléobjectif pour capturer ce qui serait probablement l'une des dernières séries de photos de la famille de lynx en captivité. « Regarde-les !» murmura Sophie avec un mélange de fierté professionnelle et d'émerveillement personnel. « On dirait qu'ils n'ont jamais connu autre chose que la vie sauvage. » En contrebas, Artémis supervisait une session de chasse improvisée. Ses 3 petits, qui n'avaient plus rien de petit désormais, s'exerçaient à traquer un lièvre introduit dans l'enclos plus tôt dans la journée. Leurs corps adolescents avaient perdu la maladresse de la petite enfance, développant la musculature souple et la coordination précise caractéristique de leur espèce. Leur pelage tacheté, plus dense et plus vif, les camouflait parfaitement parmi les ombres dansantes du sous-bois artificiel. « Les tests sont formels », dit Jean-Philippe en les rejoignant sur la plateforme, un dossier à la main. « Tous les indicateurs comportementaux sont au vert. Ils sont prêts pour la réintroduction. » Sophie sentit son cœur se serrer, un mélange complexe d'exaltation et de mélancolie qu'elle n'avait pas anticipé. Ces derniers mois, documenter l'évolution de cette famille de lynx était devenu bien plus qu'un projet professionnel. D'une certaine façon, leur parcours s'était entrelacé avec le sien, 2 histoires de maternité se déroulant en parallèle, chacune avec ses défis et ses triomphes. « Quand ?» demanda Marc, exprimant la question que Sophie n'osait formuler. « La semaine prochaine », répondit Jean-Philippe. « Les conditions météorologiques sont idéales et nous avons identifié un territoire optimal dans le secteur nord du parc, suffisamment éloigné des zones de braconnage connues, mais avec une abondance de proies et peu de compétition territoriale. » Sophie hocha la tête.
reconnaissant la logique impeccable derrière cette décision. Le protocole de réintroduction avait été élaboré avec une rigueur scientifique absolue, chaque variable soigneusement évaluée pour maximiser les chances de succès. Les autorités ont finalement démantelé l'ensemble du réseau, ajouta Jean-Philippe, changeant légèrement de sujet. Votre témoignage et les preuves médicales ont joué un rôle crucial dans l'enquête internationale. 15 arrestations dans 4 pays différents. Une victoire pour la conservation, commenta Marc, même si le commerce illégal trouvera toujours de nouveaux chemins. Mais chaque réseau démantelé représente des milliers d'animaux sauvés, nuança Sophie, y compris des familles comme celle-ci. En contrebas, Orion venait de réussir une approche parfaite, se faufilant silencieusement à travers les fougères pour surprendre le lièvre. Sa technique n'était pas encore aussi raffinée que celle de sa mère, mais l'instinct était là, brut et puissant. À la dernière seconde, cependant, le lièvre détecta sa présence et bondit dans une direction inattendue, provoquant une course-poursuite maladroite que le jeune lynx perdit rapidement. « Il apprend encore », sourit Jean-Philippe. « Mais ses progrès sont remarquables. Tous leurs progrès le sont. » « Le documentaire est presque terminé », informa Marc. « L'équipe de montage travaille sur les dernières séquences. La diffusion est prévue pour l'automne sur la chaîne nationale et plusieurs plateformes internationales. Le projet documentaire sur Artémis et sa famille avait pris une ampleur inattendue, attirant l'attention de producteurs renommés et se transformant en une série de 6 épisodes retraçant l'ensemble du processus de réhabilitation. Plus qu'un simple récit animalier, il était devenu un puissant outil de sensibilisation sur le braconnage et l'importance de la préservation des habitats naturels. L'héritage d'Artémis dépassera largement sa propre histoire, observa Sophie, une main posée sur son ventre où sa propre fille donnait des coups vigoureux comme pour signaler son approbation. Le jour de la libération se leva clair et doux, avec cette luminosité particulière des matins de printemps en montagne. L'équipe du centre s'était levée avant l'aube pour préparer le transport, chaque geste chorégraphié pour minimiser le stress des animaux. Sophie, qui avait insisté pour être présente malgré les réticences de Marc et les recommandations de son médecin, observait les préparatifs depuis la Jeep qui les conduirait au site de libération. Son terme approchait rapidement, moins de 2 semaines selon les dernières estimations, mais elle n'aurait manqué ce moment pour rien au monde. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Marc pour la énième fois, son inquiétude évidente. « Absolument certaine », affirma-t-elle avec un sourire. « Ma fille et moi devons dire au revoir à nos amis félins. » Le trajet dura près de 2 heures, s'enfonçant progressivement dans les zones les plus sauvages du parc national. Le site choisi pour la libération était une clairière bordée de forêts denses, à proximité d'un petit cours d'eau, un environnement idéal pour que la famille puisse s'orienter et établir un nouveau territoire. Lorsqu'ils arrivèrent, la caisse de transport contenant les lynx fut délicatement déchargée et positionnée face à la forêt. Un silence respectueux s'installa parmi l'équipe, gardes forestiers, vétérinaires, biologistes et les quelques privilégiés autorisés à documenter l'événement. « Nous y sommes », murmura Jean-Philippe, s'approchant de Sophie et Marc, qui attendaient à quelques mètres de distance. Le moment de vérité. Sur son signal, un assistant déverrouilla la porte de la caisse à distance, utilisant un mécanisme spécialement conçu pour permettre l'ouverture sans présence humaine immédiate. Les secondes s'étirèrent, semblant durer une éternité. Puis, prudemment, Artémis émergea, son corps puissant se mouvant avec une grâce fluide qui émerveillait toujours Sophie. La mère lynx s'immobilisa un instant à l'entrée de la caisse, ses sens en alerte maximum analysant ce nouvel environnement, l'odeur du sol forestier, le bruissement des feuilles, les 1000 parfums de la nature sauvage. Derrière elle, ses petits attendaient, disciplinés, suivant son exemple avec une confiance absolue. Orion, toujours le plus audacieux, se tenait juste derrière sa mère, visiblement impatient,
mais contenue par l'autorité maternelle. Artémis fit quelques pas hésitants, puis s'arrêta à nouveau, humant l'air. Sophie retint son souffle, consciente que ce moment représentait l'aboutissement de mois d'efforts, mais aussi le test ultime. Une créature sauvage reconnaîtrait-elle encore l'appel de la forêt après tant de temps en captivité, même bienveillante? La réponse vint sous forme d'un mouvement décidé. Artémis s'avança soudain avec assurance, s'éloignant de la caisse vers la lisière de la forêt. Ses petits la suivirent immédiatement, formant une ligne ordonnée derrière elle. Au bord des arbres, la mère lynx s'arrêta une dernière fois et, dans un geste qui sembla presque délibéré, tourna la tête vers les humains qui l'observaient. Son regard croisa celui de Sophie pendant une fraction de seconde, une connexion fugace mais profonde entre deux mères, l'une retournant à la vie sauvage avec ses petits, l'autre s'apprêtant à accueillir une nouvelle vie dans un monde différent mais tout aussi complexe. Puis, dans un mouvement fluide, Artémis disparut dans la forêt, suivi de près par ses trois jeunes. En quelques instants, ils s'étaient évanouis dans le sous-bois, comme absorbés par la nature qui avait toujours été leur véritable foyer. « Ils sont partis », murmura Marc, son appareil capturant les derniers instants de cette extraordinaire aventure. « Pas partis », corrigea doucement Sophie, les yeux brillants d'émotion contenue. « Rentrés chez eux. » 6 semaines plus tard, Sophie était assise sur la terrasse de sa cabane, berçant doucement le petit paquet emmitouflé contre sa poitrine. Artémis Leblanc, âgé de 5 semaines, dormait paisiblement, son petit visage aux traits délicats affichant cette expression de sérénité absolue propre au nouveau-né. Marc émergea de la cabane, portant 2 tasses de thé. « Des nouvelles », annonça-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Les caméras de surveillance ont capturé des images d'Artémis et ses petits à environ 10 km du site de libération. Ils semblent en parfaite santé et ont établi un territoire stable. Sophie sourit, son regard alternant entre le visage endormi de sa fille et les montagnes majestueuses qui s'étendaient devant eux. Quelque part dans ces vastes étendues sauvages, une mère lynx guidait ses petits vers l'indépendance, leur enseignant les secrets de la survie en pleine nature. « 2 mers, 2 chemins », murmura-t-elle, chacune protégeant sa famille à sa façon. Marc la regarda avec une tendresse qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Ces derniers mois avaient transformé leur relation, la faisant évoluer d'une amitié professionnelle vers quelque chose de plus profond, encore indéfini mais plein de promesses. « Tu crois qu'elles se souviennent l'une de l'autre » demanda-t-il, comprenant intuitivement le fil de ses pensées. Sophie contempla sa fille, puis les montagnes lointaines. « Je crois que certaines rencontres laissent des traces indélébiles, même entre espèces qui ne sont pas censées se comprendre. » Le soleil commençait à décliner, baignant le paysage dans une lumière dorée qui semblait suspendre le temps. Dans les bras de Sophie, la petite Artémis s'agita légèrement avant de se rendormir, rassurée par la présence protectrice de sa mère. Quelque part dans la forêt, sous le même ciel, une autre mère veillait également sur sa famille, son instinct et son courage ayant triomphé des pires intentions humaines pour offrir à ses petits la liberté qui était leur droit de naissance. 2 histoires parallèles qui s'étaient croisées brièvement, chacune enrichissant l'autre d'une sagesse ancestrale sur le courage, la protection et l'amour inconditionnel qui définit la maternité à travers toutes les espèces.